Alors à quoi va ressembler ce 1er mai 2023 ? Grande fête syndicale, sans doute, peut-être, avec 300 rassemblements. Des rassemblements qui prennent une tonalité anti-Macron et qui vont donner de l'élan ou pas à la contestation. Les syndicats, évidemment, l'espèrent, soutenus par les partis de gauche. La question, c'est qu'est-ce que ça changera ce 1er mai 2023 au climat social ? Est-ce que ça donnera effectivement de la force à ce mouvement ou est-ce que c'est le chant du cygne ? Le pouvoir, lui, espère pouvoir toujours apaiser. Est-il sur la bonne voie ou encore très loin du compte ? Et enfin, les Black Blocs vont-ils imposer leur violence ? Ça n'est pas une petite question. Sachez que Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, sera notre invité à 11h tout à l'heure. Mais pour comprendre ce qui se joue ce 1er mai 2023, les meilleurs experts avec nous. Valérie Nataf, merci d'être là, éditorialiste politique à LCI. Nicolas Domenac, éditorialiste politique pour le magazine Challenge, co-auteur avec notre confrère, on rappelle, parce que c'est un titre qui résonne. Vous aviez été finalement pionnier dans cette interrogation, dans ce constat qui résonne particulièrement aujourd'hui. Ce livre, Macron, pourquoi tant de haine ? Aux éditions Albin Michel, peut-être que vous ferez une deuxième édition augmentée à la fin de l'année. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, spécialiste des relations sociales, merci d'être avec nous. Et Marcelo Westfred, grand reporter au Parisien aujourd'hui en France. Vous avez interrogé le président de la République il y a quelques jours pour les colonnes du Parisien. J'imagine que le président est à l'Élysée aujourd'hui pour suivre les défilés. Je suis passé ce matin devant l'Élysée, le hasard, c'est totalement bouclé. C'est impossible de passer, toutes les rues sont barrées par des camions de CRS. Ouais, dispositif policier encore d'ailleurs extrêmement important pour ce 1er mai. Hier, à la une de votre édition du Parisien, Marine Le Pen, puisque là aussi vous avez publié une grande interview de la présidente du Rassemblement national qui sera au Havre, elle, dans la ville d'Édouard Philippe. On l'entendra en direct sur LCI à 14h et on en parlera tout à l'heure, justement, de la façon dont elle aborde ce 1er mai. Un 1er mai qui, si on écoutait hier Laurent Berger dans le grand jury, devrait être historique. Écoutez, c'est court, c'est bref, mais c'est précis. Et ce qu'on a comme retour, c'est que le 1er mai va être un des plus gros 1er mai sur la question sociale de ces 30 ou 40 dernières années. Voilà, 30 ou 40 dernières années, nous dirait Bernard Vivier, si c'est vrai, évidemment. Mais d'abord, on va prendre tout de suite un peu la température de la rue. Il y a des manifestations dès ce matin. Avec vous, par exemple, Mathieu Carman, vous êtes à Rennes. Il y a eu beaucoup de manifestations à Rennes, parfois violentes d'ailleurs, malheureusement. Elle va partir bientôt vers 10h, 10h30, c'est ça Mathieu ? Oui, absolument. Elisabeth, l'appel à manifester était prévu donc pour 10h. Ici, regardez sur ces images de Juline Garnier, il y a déjà quelques centaines de personnes rassemblées ici, avec un point peut-être pour localiser ici cette manifestation. On n'est absolument pas dans le centre-ville de Rennes, mais justement excentré à 4 km des autres lieux de manifestation habituellement. On est ici dans un quartier populaire. Et d'ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a pu discuter avec plusieurs manifestants ici qui sont déjà présents. Ils nous ont dit que c'était quand même assez étrange d'organiser une manifestation pour le 1er mai, un 1er mai si symbolique ici dans un quartier populaire excentré donc du centre-ville. Mais ici, ils sont déterminés donc contre cette réforme des retraites. C'est évidemment un 1er mai très symbolique pour eux et regardez donc ils se rassemblent peu à peu. 2 manifestations sont prévues à Rennes, la première donc ici à 10h et une deuxième donc à 14h cette fois-ci dans le centre-ville de Rennes. Oui, parce qu'on parle du 1er mai, c'est la fête du travail, mais en fait on est frappé du fait que c'est plutôt la contestation contre la réforme des retraites qui a pris le dessus. Vous êtes à Lille, Vincent Lameau, pour LCI. Là aussi, c'est une des manifestations qui part dans les minutes qui viennent. Oui, d'ailleurs tout le monde est en train de se préparer ici. Regardez, il y a des militants, des syndicats et même les forces de l'ordre, on les voit un peu plus loin. Il y a une douzaine de cars de CRS au cas où, bien sûr, où il y a des débordements. Et puis 1er mai oblige, il y a aussi distribution de mugs. Et c'est ici le syndicat FO qui s'en charge. Il compte en donner un petit peu à tout le monde. D'ailleurs, Rémi Comte, vous représentez FO Transport. Est-ce que tout le monde est uni ? On dit que c'est comme ça en France. Est-ce qu'ici à Lille aussi ? Ah oui, tout à fait. Il y a une intersyndicale qui est faite, qui est prévue depuis très longtemps. Il y a un ras-le-bol des Français. Donc aujourd'hui, oui, tout le monde est réuni aujourd'hui. À quoi ça sert cette journée ? Est-ce que c'est montrer les muscles, montrer sa force, alors que cette loi, elle a été promulguée finalement ? Alors aujourd'hui, le 1er mai, c'est pas seulement contre la loi, mais c'est aussi contre la précarité. C'est la fête du travail. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes
personnes sont en mal-être au travail, mais il y a aussi cette loi qui est encore là et on n'en veut pas, donc on restera mobilisé aujourd'hui et demain aussi également. Il y a des actions qui seront encore en cours. Voilà, et d'ailleurs cette manifestation, elle va commencer dans à peu près une demi-heure. On va la suivre en direct sur LCI. Merci beaucoup, Vincent Lamou, en direct de Lille. On vous retrouvera évidemment tout au long de cette journée spéciale sur LCI. Un 1er mai historique, le plus important de ces 30 ou 40 dernières années, disait Laurent Berger. Sophie Binet, pour la CGT, dit que ce 1er mai fera date. C'est vrai ou pas, Bernard Vivier ? Oui, c'est vrai. Il est très rare que 8 organisations syndicales, c'est quasiment du jamais vu, 8 organisations syndicales, le 1er mai, se réunissent. Alors c'est dû à 2 phénomènes. Le premier, c'est que le 1er mai a rassemblé des courants syndicaux qui traditionnellement ne sont pas ensemble tout au long de l'année, et donc le 1er mai. Deuxièmement, parce que le 1er mai, c'est une tradition cégétiste. Force ouvrière, si on veut aussi, mais pas du tout CFTC ou CFDT. Et là, c'est dans l'élan des 3 derniers mois, où l'on a vu le mouvement syndical très uni, développé jusqu'à présent 12 manifestations. Aujourd'hui, c'est la 13e, avec calme, en évitant les débordements. Il y a eu quelques phénomènes style Black Blocs, mais ça a été bien tenu. Et donc, nous avons un paysage syndical qui aujourd'hui est confronté à un vide, puisque la loi est votée, le Conseil constitutionnel l'a validée, mais nous avons aujourd'hui un paysage syndical qui est devant une sorte d'inconnu. On va en parler tout à l'heure, voilà. Parce qu'effectivement, tout commence, tout finit, on ne sait pas. Mais est-ce que c'est un 1er mai ou c'est la 13e manifestation nationale, dans toute la France, contre la réforme des retraites ? Alors ça sera, et ça veut être un marqueur, de toute façon, pour les syndicats, parce que, au fond, d'abord, ils sont unis, comme vous l'avez rappelé, mais est-ce que ce sera le raz-de-marée annoncé ? Là, il y a une interrogation quand même, parce que les précédents, on les a en tête, 2002, 2009, c'était entre 1,2 million et 1,3 million de personnes. Il est pas attendez, sûr. 2002, c'était contre Jean-Marie Le Pen. Oui, c'était l'entre-deux-tours. C'était très différent. L'entre-deux-tours de la présidentielle. Donc c'était un autre enjeu. Mais c'est à cela que fait référence quand même Laurent Berger. Donc c'est à ça que je me réfère. Donc là, il y a une interrogation quand même parce qu'on a vu l'échec du Stade de France de la finale de la Coupe de France. Ah, vous faites le lien. Du match. C'est une interrogation en tout cas que les syndicalistes ont eux-mêmes. Parce qu'au fond, il y a quand même, il y a la colère, il y a la rage, il y a la frustration et il y a en même temps une forme de résignation. Attendez, vous dites, il y a un petit doute sur le fait que ce soit un raz-de-marée. Oui. Oui ou non ? Il y a un petit doute ? Oui, ça sera une grosse manifestation. Les 12 premières manifestations ont été très volumineuses en nombre. 4 d'entre elles ont dépassé 1 million de manifestants, chiffre du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a un doute pour que ce soit supérieur à ça ? Je rejoins Nicolas Domenech. Il peut y avoir une interrogation parce que nous sommes dans une phase de repli, de reflux, de déception. La loi a été votée le 16 mars, a été adoptée le 16 mars. Et le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 14 avril. Donc, sur le plan législatif, l'affaire est pliée. C'est intéressant parce qu'on a dans l'idée que baroud d'honneur ou pas, ou nouveau départ, il y aura énormément de monde. C'est pas sûr. C'est d'autant moins sûr que Laurent Berger lui-même, hier, a semblé d'une certaine manière acter une forme de défaite, alors il ne le dit pas comme ça, c'est moi qui l'interprète, du mouvement syndical. Il dit « je ne peux pas prendre la responsabilité d'emmener les travailleurs dans le mur, on ne peut pas faire croire que le président de la République, qui a promulgué cette loi, va la retirer ». Donc d'une certaine manière, baroud d'honneur, peut-être, mais... il y a une forme, moi je rejoins Nicolas là-dessus, il y a une forme de résignation, il y a une forme d'acceptation du fait que cette loi qui continue à provoquer la colère, la rage, le ressentiment, va être adoptée et donc ça se déportera sur d'autres chantiers, sans doute, du social, mais est-ce que ça nécessitera, est-ce que ça motivera beaucoup de monde à descendre dans la rue ? Moi, je m'interroge. Alors ça, c'est intéressant. Donc Laurent Berger, qui commence à baisser d'un ton. On y reviendra tout à l'heure, parce qu'on écoutera effectivement sa phrase. Le Stade de France, on avait annoncé un brouhaha, un chahut anti-président de la République. Il n'a pas eu lieu. Le match s'est déroulé effectivement normalement. Ces deux éléments-là, vous êtes d'accord avec Valérie et Nicolas Domenech pour dire, eh bien, ça met un petit doute sur le succès de la journée ? Oui, parce que pour la première fois, on entend en tout cas clairement des sons de cloche différents de la part des leaders.
on aura l'intersyndicale, on aura l'image d'unité, mais derrière l'image d'unité, les partitions commencent à dissonner un petit peu, puisque Laurent Berger commence à dire oui, moi si je reçois, parce qu'il n'a toujours pas reçu une invitation de la Première ministre à aller discuter, y compris en bilatéral, j'irai. Alors que Madame Binet dit il n'en est pas question. Donc on commence à voir deux chemins possiblement se distinguer. La loi promulguée entre en application le 1er septembre. Les décrets d'application sont déjà en cours de consultation et les syndicats les ont. Donc quelque chose s'enclenche et on voit bien que c'est vers des nouvelles modalités d'action que maintenant la réflexion se tourne. Que va-t-il se passer sur le RIP? Que va-t-il se passer le 8 juin à l'Assemblée nationale? Donc c'est une nouvelle phase qui s'enclenche. Mais ça fait des mois qu'on s'interroge pour savoir à chaque nouvelle manifestation si c'est pas la dernière, si ça n'est pas le chant du cygne. Chaque fois on constate que non. Quand même, on constate qu'il y a beaucoup... Pourquoi ce serait différent aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'à nouveau, on ne va pas assister à, non, peut-être pas un raz-de-marée, mais un succès de la manifestation qui continue d'alimenter cette dynamique anti-Macron? Oui, soyons bien précis, les syndicats ont perdu la bataille de la loi. Ils n'ont pas perdu la bataille de l'opinion et ils se sont essayés entre eux, avec succès, à 3 mois de manifestations et d'organisations communes, en gommant leurs différences pour aller sur l'objectif. Maintenant, il leur faut trouver un autre objectif commun. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça la question. Nous sommes avec Emmanuel Anison. Merci d'être avec nous, Emmanuel. Vous êtes spécialiste des mouvements sociaux pour le magazine l'Obs. Est-ce que, à partir de quoi, qu'est-ce qui sera l'indicateur qui permettra objectivement de dire que les syndicats ont gagné leur pari? Alors l'indicateur, c'est évidemment qu'il y ait beaucoup de monde. Le deuxième indicateur, c'est qu'il reste unifié, ce qui n'est pas gagné, parce qu'effectivement, là, on va clairement arriver dans une autre étape. À partir du moment où la loi est promulguée, il ne faut pas oublier que là, on est dans une date historique. Le 1er mai, les syndicats défilent, les gens descendent dans la rue. Là, il y a une date, mais la question, c'est l'après 1er mai. Évidemment, ça sera beaucoup plus difficile de motiver après cette date qui est de toute façon un rendez-vous traditionnel pour les syndicats. Mais s'ils font le plein, alors plus ou moins, on verra. De toute façon, ils donneront des chiffres qui seront différents de ceux de la police, on fera la moyenne. Mais est-ce que s'ils font le plein, est-ce que ça donne de la force à leur contestation ou pas? Ou pas. Simplement, ils constateront qu'ils ont fait le 1er mai et puis c'est tout. Et alors? Non, mais... Ça va leur donner de la force. De toute façon, ils ont gagné en force. On sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui reprennent leur carte de syndiqué. Il y a un nombre d'adhésions qu'ils n'avaient pas connu depuis bien longtemps. Donc, il y a un vrai sursaut syndical. On le voit aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, c'est aussi et surtout, je pense, de noter tous les signaux autour de ces manifestations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir une manifestation de 1er mai. Mais on va aussi avoir sans doute une grosse présence de Black Bloc, un gros bloc de Gilets jaunes aussi qui a annoncé sa présence en tête de cortège. Et puis ensuite, ce qu'on voit depuis des semaines, c'est-à-dire des manifestations hors cadre syndical qui s'échappent dans les rues le soir, des casserolades. Enfin, vous voyez tous ces signes extérieurs qui entourent en fait ces manifestations dites officielles sont des vrais signes d'un mouvement de fond qui en fait se perpétue et qui continue au-delà même de la présence syndicale et des rendez-vous, on va dire, officiels. On se souvient, il y a quelques années, d'un 1er mai déjà extrêmement violent, avec des affrontements sur un certain pont de Paris, qui avait déjà, évidemment, donné le ton de la présence des Black Blocs. Donc ça ne sera pas complètement nouveau. Et par ailleurs, il y en a eu d'autres, effectivement, des Black Blocs. C'est un élément très important aussi pour les syndicats, évidemment. Est-ce que cette journée, restez avec nous, Emmanuel, est-ce que cette journée, si elle fait le plein, affaiblit le gouvernement ou pas? En tout cas, ça ne le renforce pas, c'est sûr, hein, parce que quand même, on évoquait tout à l'heure effectivement l'échec des syndicats dans le vote de la loi, mais ils ont conquis un respect, il y a une légitimité, une force qu'ils n'avaient pas avant. On dirait vous évoquiez les adhésions, 33 000 adhésions depuis janvier pour la CFDT. On n'avait pas vu ça depuis des lustres. Donc là, maintenant, le gouvernement est obligé
de prendre en considération ces forces syndicales qu'il a méprisées précédemment. Il ne peut plus s'asseoir sur les corps intermédiaires, c'est plus possible. Il est obligé d'avancer vers ce que Laurent Berger appelle la co-construction. Alors il peut faire semblant de l'ignorer encore, mais c'est plus possible là, je veux dire. C'est pour ça que quand Laurent Berger dit on va aller discuter avec nos conditions, nos exigences, il y a quelque chose qui se tient, je veux dire. Il y a quand même une dynamique même, et je terminerai là-dessus, s'il y a un risque que Laurent Berger pointe du doigt aussi, qui est celui d'accusations coup de poing et dont il ne veut pas entendre parler. Pardon, ils ont perdu les syndicats, Nicolas Demers. Mais ils ont perdu sur le vote de la loi, mais ils ont gagné. Valérie, ils ont perdu les syndicats. Non mais quand même, il faut rappeler que la loi a été votée, qu'elle a été promulguée, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc ils ont gagné, mais ils ont perdu sur la réforme des retraites. Mais ils peuvent espérer gagner sur les négociations à venir, la fameuse co-construction qu'évoquait Nicolas, les rencontres avec la Première ministre ou avec le ministre du Travail, voire avec le Président de la République. Ce sera aussi un rapport de force difficile pour le gouvernement. C'est ce que dit Laurent Berger. Il dit tout va coûter plus cher. Il a exactement employé ces mots-là. Lors des négociations, le compte épargne-temps universel, la pénibilité, etc., il y a dans la démonstration de force aujourd'hui une manière de dire quand nous nous retrouvons pour l'intersyndicale demain matin, si nous avons été si nombreux, nous pouvons imposer des choses à ce gouvernement. Oui, mais le fait que le dialogue reprenne, donc que la démocratie fonctionne, c'est quand même une victoire pour le gouvernement. Elle coûte cher. La démocratie, elle n'a pas fonctionné jusqu'à présent, et ce n'était pas tout à fait de la faute uniquement des syndicats. Marcelo Welsfeld. Mais de ce point de vue-là, le gouvernement aura gagné la partie, le dialogue reprendra. Oui, mais alors, à quel prix, justement, puisque vous avez eu quand même la note... Prenons ne serait-ce que cette agence de notation américaine qui dégrade la note de la France en pointant non seulement le niveau d'endettement, 3 000 milliards d'euros, mais aussi le climat social, la difficulté, voire l'impossibilité pour Emmanuel Macron de mener désormais des réformes un peu ambitieuses qui fassent bouger les lignes. Donc, il va le payer cher, d'autant que les haies n'ont pas été totalement franchies. Il reste le 3 mai la décision du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée. C'est peu probable, à mon avis, parce que les mêmes éléments qui ont fait que le Conseil constitutionnel a censuré la première, n'a pas validé la première proposition, peut faire qu'elle ne valide pas cette fois-ci la deuxième. Mais il y a une deuxième haie le 8 juin, c'est-à-dire il y a une proposition de loi déposée par le groupe de députés indépendants Lyotte à l'Assemblée nationale qui propose l'abrogation de ce qu'était l'article 7, qui est maintenant l'article 10. Vous voulez dire ça, tous ces rendez-vous, ça rythme la contestation. Ça permet à la contestation d'avoir des rendez-vous et de maintenir la pression. De maintenir la pression et de faire durer, parce que le gouvernement, qu'est-ce qu'il veut ? Il attend ce 1er mai avec impatience pour pouvoir tourner la page. Parler d'autre chose, d'industrie verte, parler de programmation militaire, parler d'écologie. Et à ce moment-là, il y a encore des rendez-vous qui laissent planer une menace lancinante sur le RIP, c'est 9 mois, la collecte des 4 à 5 millions de signatures. Donc ça veut dire une ambiance encore pesante, la possibilité qu'on revienne en arrière, parce que rien n'est impossible à l'Assemblée nationale. En tout cas, donc si cette proposition de loi obtient si ces deux mécanismes, que ce soit le RIP ou que ce soit la proposition de loi de ces députés Lyotte, il y a la possibilité que quelque chose, parce que l'Assemblée nationale est devenue un lieu de tous les possibles, et donc c'est une menace pour l'exécutif qui s'empresse, qui est impatient de tourner la page. Alors, Emmanuel Anison, est-ce que vous avez vu hier dans la déclaration de Laurent Berger au grand jury RTL, Le Figaro, LCI, selon laquelle il se rendra à l'invitation de la Première ministre à Matignon, si elle lui parvient, ce qui n'est pas encore le cas. Est-ce que vous voyez là la première anicroche sérieuse pour l'intersyndicale ? Oui, mais vraisemblablement, on va arriver dans une période qui va être très compliquée pour cette unité, puisque le grand rassemblement n'a pas donné l'effet escompté, puisque cette loi a été promulguée. On peut dire ce qu'on veut, elle est promulguée, et donc bien sûr cette unité risque de se fracturer dans les semaines à venir. Après, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. De toute façon, il y a quand même des petits rendez-vous, et il y aura de toute façon des
des occasions pour cette grogne de rue de continuer, que ce soit avec la CFDT ou pas. Et le pouls de cette opposition qui aboutira, et on le sait, à chaque fois encore un peu plus d'abstention ensuite dans les urnes, il va continuer à se manifester d'une manière ou d'une autre. On voit aujourd'hui ce jeu du chat et la souris aussi avec les membres du gouvernement dès qu'ils se déplacent. Depuis les Gilets jaunes, en fait, toutes les occasions sont bonnes pour une partie de cette population de montrer cette grogne. Et elle s'est faite en dehors des syndicats ces dernières années. Il se trouve que là, avec cette réforme des retraites, elle s'est jouée avec le timing syndical. Si ce timing syndical ne montre pas sa force, ce qui est aujourd'hui quand même un peu le cas, enfin on s'en rend compte, ça risque de déborder d'une manière autre, qu'il y ait Laurent Berger ou pas, union syndicale ou pas. En fait, toute la question des syndicats aujourd'hui, c'est de ne pas être débordés par leur base. Et c'est le risque qu'ils courent aujourd'hui. Donc vous dites, oui, il y a un risque de fragmentation, effectivement, de l'unité syndicale. Malgré des rendez-vous, alors c'est pas sûr que le référendum soit approuvé par le Conseil constitutionnel, c'est pas sûr que la LIOT fasse passer sa proposition de loi, donc ça ce sont des rendez-vous qui pourront tomber, mais il y aura ce fond de colère sociale qui demeurera une pierre dans la chaussure d'Emmanuel Macron. C'est ce que vous dites, Emmanuel. Oui, parce que c'est une colère sociale, mais c'est une colère politique, c'est une colère démocratique. C'est ce qu'on entend tout le temps quand on parle aux gens dans les manifestations. Il y a la colère sociale, il y a la colère face à l'inflation, le problème du porte-monnaie, il y a tout ça. Mais il y a surtout, et c'est ce qu'on entend beaucoup, le problème du rapport au fonctionnement du politique tel qu'il fonctionne aujourd'hui et au mode de pouvoir tel qu'il est exercé, avec cette idée que Emmanuel Macron est méprisant, que les élites politiques sont déconnectées. Et cette crise, en fait, elle alimente. C'est une crise de plus dans ce fossé, en fait, qui s'élargit, qu'on voit bien, et qui aboutit à ce qu'on connaît, c'est-à-dire un complotisme de plus en plus important, un abstentionnisme de plus en plus important. Là, cette crise, elle a montré quoi? Elle a montré un gouvernement qui n'écoutait ni la rue, ni les syndicats, qu'il a refusé de recevoir, ni finalement le fonctionnement parlementaire, puisqu'on n'a pas laissé le Parlement aller au bout, y compris de ses errements. Mais il aurait pu ne pas Alors, le gouvernement n'a pas refusé de rencontrer les syndicats. On peut parler à un moment d'une invitation qui a été faite par les syndicats, ou plutôt une proposition à Emmanuel Macron qui lui a refusé. Mais le gouvernement a toujours dit que sa porte était ouverte, juste pour préciser Emmanuel quand même. Macron, qui a refusé, tout à fait. lui qui a proposé il y a 15 jours, un mardi, de les recevoir, et les organisations syndicales ont refusé. Merci beaucoup en tout cas Emmanuel Anison d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes une spécialiste des mouvements sociaux pour le magazine l'Obs et que vous estimez que dans le fond le gouvernement ne va pas s'en sortir comme ça. C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on tourne la page ou pas aujourd'hui de cette contestation, Bernard Vivier ? Le gouvernement, s'il considère que ça y est, c'est plié parce que la loi est votée, ferait une très très grave erreur. Parce que les organisations syndicales ont depuis 3 mois montré qu'elles étaient capables de tenir la rue et d'avoir pour elles, ces organisations, l'opinion publique. Donc c'est très important. Vous avez rappelé tout à l'heure que le 1er mai 2018, les Black Blocs avaient infiltré le cortège de la CGT en passant de la rive droite à la rive gauche à Paris sur le pont d'Austerlitz. Ça s'est répété pratiquement tous les ans. Il y a eu en 2021, le 1er mai, le service d'ordre de la CGT qui a été tabassé, bousculé. Une camionnette de la CGT, du service d'ordre, sur laquelle on lisait collabo, c'est-à-dire CGT collabo, de l'ordre, de la répression. Donc c'est d'une violence inouïe. Et donc l'enjeu politique est effectivement très fort. C'est le mouvement syndical aujourd'hui réhabilité a intérêt à être considéré par la puissance politique, par le gouvernement, comme un élément, non pas d'ordre, bien évidemment, mais de revendication et pas de contestation. C'est le principal chantier d'Emmanuel Macron. Oui. Maintenant, il doit changer complètement de méthode, avec Laurent Berger en particulier. C'est ce qu'a dit sur ce plateau, enfin sur celui derrière nous, François Bayrou tout à l'heure. Mais il y a une tentation d'une partie du gouvernement de jouer le pourrissement quand même. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Dire quand Gabriel Attal dit à ceux qui travaillent et ceux qui tapent sur les casseroles parce qu'ils foutent rien, en gros, ça revient à ça. Je veux dire, c'est une façon de laisser entendre que bon, maintenant on passe aux choses sérieuses. Et puis il y a les extrémistes, avec le fait qu'ils peuvent s'appuyer d'ailleurs sur des actions extrémistes. C'est-à-dire que justement, que dénoncer encore une fois Laurent Berger, parce que
Et le Sophie pourrissement. Binet. Et Sophie Binet aussi, Et qui dénonçait les Black Blocs. Oui, mais Sophie Binet, en même temps, elle dit, par exemple, sur les coupures de courant, sur les festivals qui vont être interrompus, elle dit c'est à la base qui décide. Tandis que Berger dit mais c'est contre-productif, c'est de la folie de faire ça. Et donc le gouvernement peut jouer sur ces contradictions-là. Quand la CGT, par exemple, coupe l'électricité en plein match de football, De rugby, c'était. de rugby, pardon, rugby, c'était excusez-moi, de rugby. De rugby, Sophie Binet approuve, elle laisse faire, elle condamne pas. Je n'ai pas condamné. Alors, je ne sais pas si Emmanuel Macron va maintenant forcément tendre la main aux syndicats. Il annonce une nouvelle méthode, mais ça, il le fait tous les 6 mois. Vous savez quoi, Donc ça, Marcelo, on a payé pour le voir. vous avez fait un très bon teasing. On s'arrête quelques instants, parce que c'est toute la question quand même. Emmanuel Macron, les casserolades, sa vision des syndicats, est-ce qu'elle a changé ? Qu'est-ce que ce 1er mai, c'est ça la question qu'on se pose, qu'est-ce que ce 1er mai va changer pour les Français ? Et dans ce match qui oppose les anti-réformes des retraites et justement le président de la République, on répond juste après. À tout de suite Marcelo, Nicolas, Bernard Vivier et Valérie Nataf.